Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. L'affaire audite au ministère de la Défense nationale, le syndicat national des magistrats du Niger à Saman demande au procureur de se saisir du dossier pour faire la lumière. Le Saman a fait cette annonce ce samedi dans une déclaration que nous résume Hassan Saleh Mustafa et Halid Bourema. Communiqué du gouvernement. Devant les supputations qui suscitent au niveau de l'opinion nationale. Ce communiqué du gouvernement nigérien pour sommer les personnes impliquées dans l'affaire dite du ministère de la Défense nationale où des sommes indûment perçues et de surfacturation ont été relevées par un audit de rembourser l'argent. Eh bien, ce communiqué a choqué les syndicats autonomes des magistrats du Niger Saman. À travers cette décision, digne d'un régime d'exception, le gouvernement, en violation de l'article 76 de la Constitution définissant ses attributions, c'est non seulement arroger les attributions du procureur de la République qui, de par la loi, est la seule autorité habilitée à apprécier l'opportunité de la poursuite, mais également a failli à l'obligation légale incombant à toute autorité constituée de dénoncer à celui-ci tout fait constitutif d'une infraction à la loi pénale dont elle acquiert connaissance de l'exercice de ses fonctions en application de l'article 39 du Code de procédure pénale. Pire, en agissant comme il l'a fait, le gouvernement s'érige en juridiction en violation flagrante des articles 10, 116, 117 et 118 de la Constitution et de l'article 1er de la loi organique portant organisation judiciaire au Niger et consacre une nouvelle catégorie de citoyens justiciables de la très indulgente juridiction gouvernementale auxquels on donne le choix de rembourser les colossaux montants des deniers publics qu'ils sont soupçonnés d'avoir détournés sous peine d'une hypothétique poursuite judiciaire ou administrative, à l'opposé du commun des mortels qu'on peut faire arrêter et poursuivre pour toute atteinte aux biens et deniers publics. Le Saman n'entend pas cautionner cette affaire qui défraie l'actualité au Niger. Le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ben Saman, demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, au nom des principes de la séparation des pouvoirs et de l'égalité des citoyens devant la loi, de requérir l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire dite de l'audit du ministère de la Défense pour que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. Invite ces militants et l'ensemble des citoyens épris de justice à se mobiliser plus que jamais et à user des voies et moyens légaux pour l'affirmation d'une justice véritablement indépendante, dernier rempart contre l'arbitraire et les abus de toutes sortes. Pour exprimer davantage son mécontentement et sa déception face à cette situation, le Saman projette d'observer une journée justice morte dans les jours à venir. C'est pourquoi ce syndicat appelle ses militants à se mobiliser pour la réussite de ce mouvement. Dans un communiqué de presse en date du 28 février 2020, les différents fronts de l'opposition ont aussi exigé la transmission sans délai du rapport d'inspection aux juridictions compétentes et veilleront sur le traitement de ce dossier. L'opposition nigérienne considère le président de la République comme seul responsable de ce qu'elle a appelé la tragédie que vivent les forces de défense et de sécurité et le peuple nigérien en général. La situation sécuritaire préoccupante dans la région de Tillabéri au cœur des préoccupations des organisations de la société civile de Tillabéri. Elles se sont retrouvées ce samedi pour rendre publique une déclaration. Dans celle-ci, les signataires fustigent entre autres la démission et l'absence de l'État sur une bonne partie de la région de Tillabéri et de Difa. Suivez un extrait de cette déclaration. Condamnons l'interdiction de la circulation de motos qui produit plus d'effets négatifs que positifs dans la région et exigeons sa levée. Exigeons l'intensification des patrouilles militaires pour la traque des bandits armés qui circulent librement dans plusieurs communes de la région.
Mesdames et messieurs, comment comprendre qu'en dépit de l'interdiction de circuler en moto, des bandits circulent librement dans plusieurs communes au vu et au su de tout le monde, sans qu'il y ait de réaction prompte et efficace de la part de l'État? Cependant, ces mesures de restriction doivent logiquement permettre aux forces de défense et de sécurité de bien identifier les malfrats qui opèrent en moto et les mettre hors d'état de nuire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au vu de multiples événements survenus depuis l'installation de ces mesures. Les structures de la société civile de Tillabéri réitèrent ses condoléances aux familles de toutes les victimes, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité, exige la dotation des forces de défense et de sécurité en matériel de pointe à la hauteur de l'ennemi et l'allègement de mesures protocolaires complexes entravant souvent l'efficacité des actions sur le terrain. Exige du gouvernement l'installation d'unités d'intervention rapide dans tous les chefs-lieux des communes de la région de Tillabéri se trouvant dans les zones de sécurité et ou d'autoriser la création de comités villageois d'autodéfense sous l'encadrement et la supervision des forces de défense et de sécurité. Exige pour une meilleure prise en charge des questions sécuritaires la nomination des responsables militaires à la tête des départements en proie à l'insécurité ainsi qu'à la région. Exige la levée de l'interdiction de circuler en moto au vu de son impertinence à l'épreuve de multiples faits qui le démontrent. Les structures de la société civile de Tillabéri s'indignent contre l'attitude complaisante du gouvernement à travers son communiqué laconique dans lequel il ressort clairement son intention de protéger les criminels économiques qui figurent dans le rapport de l'audit diligenté au ministère de la Défense. Des criminels dont, par leur acte, notre pays a connu les périodes les plus douloureuses de son histoire sur le plan sécuritaire. Interpelle le président de la République, chef de l'État, face à cette dérive grave qui, à tout point de vue, vise à étouffer cette affaire de détournement de fonds au ministère de la Défense par cette immixtion dans les affaires judiciaires. Lui rappelle par la même occasion que le seul fait de rembourser les sommes détournées n'absout pas les crimes commis. Au-delà de ces sommes d'argent, le Niger a perdu de dignes fils, morts dans l'honneur en défendant la patrie avec des moyens et des ressources insuffisants parce que certains sadiques et autres sanctions ont fait main basse sur les allocations à eux allouées. Exige la publication du rapport de cet audit et la mise à la disposition de la justice toutes les personnes impliquées dans ce crime odieux pour que justice soit faite au peuple nigérien qui a consenti d'énormes sacrifices comme le témoigne l'allocation des ressources conséquentes au budget de la défense ces dernières années au détriment des secteurs sociaux de base tels que l'éducation et la santé qui battent de l'aile pour faute de ressources. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'exprimer notre désarroi et notre indignation sur ce plan au niveau régional. En effet, voilà pratiquement un an que l'appareil de radiographie de l'hôpital régional de Tillabéri ne fonctionne plus pour une simple panne technique. Quand on sait que la plupart des blessés de ces différentes attaques sont directement admis dans un premier temps au CHR de Tillabéri. Or, cet établissement se voit malheureusement incapable d'effectuer des examens radiographiques, d'où les multiples évacuations sur Niamey qui engendrent des coûts supplémentaires, sans compter les éventuelles complications qui peuvent en découler avec les prises en charge tardives des blessés. Sur un tout autre plan, les structures de la société civile de Tillabéri exigent des autorités régionales et du comité national Tillabéri-Tchandalo le dédommagement de toutes les personnes dégarpies sur les aménagements bâtis que sont les commerces et les habitations et exigent par la même occasion la poursuite des travaux non encore achevés.
Suivez donc à présent la réaction de quelques citoyens interrogés ce matin par nos reporters Hamza Sakou et Aboubakar Souley par rapport au silence de l'opposition face à la situation actuelle du pays. On les écoute. Une opposition est censée être du côté du pouvoir et de la population. Sentir et vivre avec cette population lorsque le pouvoir en place est en dérive, lorsque ce pouvoir ne respecte pas ce qu'on appelle les principes, les fondamentaux, c'est-à-dire les droits et les libertés de cette population, l'opposition a le droit et se réserve d'être sur le chemin du gouvernement pour pouvoir les ramener. Très malheureusement, l'opposition nigérienne est à l'image des gouvernants. Pourquoi? Parce que cette opposition, elle ne sort pour décrire que lorsqu'on touche à un article quelconque de la Constitution, lorsqu'on touche au code électoral, ou bien lorsque quelques militants de leur parti sont en train d'être achetés pour créer la dissidence. C'est à ce moment seulement que l'opposition nigérienne va sortir pour dire ce que... La mission essentielle et fondamentale de l'opposition, ce n'est pas de conquérir le pouvoir. Certes, quand on crée un parti politique, c'est pour avoir le pouvoir, mais il y a des problèmes de base qui gangrènent la population, que l'opposition doit dénoncer. Moi, j'ai toujours condamné l'opposition, les acteurs de la société civile, parce qu'il y en a. Je n'ai jamais vu une déclaration de l'opposition à travers laquelle elle est sortie dénoncer ce que nous sommes en train de vivre comme mal. Elle ne sort que quand ses intérêts sont en jeu. Et moi, je pense très bien que ce n'est pas ça une opposition digne de son nom. Ce n'est pas une opposition digne de son nom. Elle doit changer. Elle doit changer. Elle doit être aux côtés de la masse. Elle doit être aux côtés de la population. Quand ça ne va pas, sortir, faire une déclaration spécialement sur un domaine précis de la vie de la nation. Très récemment, il y a des scandales de corruption, sinon de fausses factures qui ont été découverts dans ces milieux-là. Mais très malheureusement, le comportement du gouvernement était que on va demander à ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là, on les a demandé de restituer ce qu'ils ont perçu sans pour autant se prononcer sur des poursuites judiciaires éventuelles. L'opposition doit se prononcer sur tous ces aspects-là de la vie nationale. Aujourd'hui, si le gouvernement a décidé de dire revenez ou bien restituez ces sommes-là que vous avez perçues dans ces scandales-là, je pense que l'opposition doit tout simplement se montrer, ou bien disais-je, se mettre à l'avant-garde de cette situation-là. C'est dire que avant même qu'on demande à ce que des restitutions soient faites, nous allons tout simplement demander à ce que tous ceux qui sont impliqués, de près et de loin, soient poursuivis sur le plan judiciaire. Ça, c'est à peu posé. Avant même qu'on ne parle de restitution et autres, parce que restitution, ce n'est qu'une façon déguisée d'impunité. Je vous l'ai dit. Parce que c'est là, on va aujourd'hui leur demander de restituer. Demain, ils vont continuer leur course dans leur grosse quête de Niamey là, sans pour autant qu'ils puissent s'inquiéter. Donc je pense que si l'opposition jusque-là n'arrive pas à agir sur tous ces plans-là, je pense que pour moi, l'opposition, elle n'existe pas. Sinon, elle est miette. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey d'une rencontre stratégique entre le gouvernement, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre est organisée par le CAPEJ et présidée par le Premier ministre Birji Rafini. Le compte-rendu de la rédaction. Organisée par la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ, cette rencontre stratégique avec les différents acteurs qui concourent à l'action publique, à savoir le gouvernement, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, vise à échanger sur les différentes formes de collaboration en vue d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. L'objectif vers lequel les uns et les autres convergent, c'est bien l'action publique. Donc il y a, à notre avis, à notre sens, bien l'intérêt de temps en temps de se mettre ensemble, de discuter, de faire le point pour continuer à cheminer ensemble, puisque nous sommes censés
continuer ensemble, chacun dans sa mission, chacun selon ses propres méthodes, à pouvoir cheminer dans l'intérêt bien compris de nos populations. Cette rencontre d'échange avec les différents acteurs du développement est une occasion, selon le ministre du Développement communautaire, de faire l'état de lieu du secteur des ONG au Niger. Le nombre d'ONG a évolué de 60 organisations en 1990 à 2895 en 2018. De même, alors que le nombre d'ONG étrangères était de 49 en 90, soit 82%, pour seulement 11 ONG nationales, soit 18%, cette pyramide s'est inversée en faveur des ONG nationales, dont le nombre s'établit en 2018 à 2655, soit 92%, et 240 pour les ONG étrangères, soit 8%, ce qui porte le nombre total des ONG au Niger, comme je l'ai dit plus haut, à 2895 ONG en 2018. En termes d'emplois créés, les ONG ont déclaré 14 125 postes en 2017, dont 98,95% des nationaux et 1,05% d'expatriés. Ce chiffre s'établit à 13 420 en 2018. En 2017, sur la base de leur rapport annuel d'activité, les ONG ayant déposé un rapport d'activité ont déclaré avoir dépensé 133 milliards environ. Ce montant s'établit à 130 milliards en 2018, répartis selon les proportions diverses dans les 5 axes du PDS 2017-2021. Cette initiative est vivement appréciée par les acteurs de la société civile. Cette rencontre est d'une importance capitale parce que c'est une première du genre qui rassemble le partenaire technique et financier, les ONG internationales, associations de développement et le gouvernement. L'idée ici, c'est de faire le bilan de l'efficacité de nos interventions sur le terrain, sur la vie de communauté. Et il s'agit essentiellement de voir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il faut corriger, comment harmoniser les interventions, faire des débats directs, francs avec le gouvernement et voir le gouvernement d'encadrement, qu'est-ce qu'il faut effectivement dans l'avenir corriger pour réduire les inégalités extrêmes, parce que c'est ça qui sont source de problèmes pour pouvoir effectivement avoir de l'essence d'améliorer les conditions de vie de nos communautés. Nous saluons effectivement que pour une première fois nous ayons cet espace de dialogue entre l'État, les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile. C'est une très bonne chose, il faut encourager et souhaiter que cela se pérennise dans la durée. Ce forum, le premier du genre entre ces trois piliers qui concourent à l'action publique, doit être continuel afin d'apporter des solutions idoines pour bien recadrer l'intervention des ONG d'action de développement du Niger. Après l'épuisement du mot d'ordre d'un mois lancé par le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, ce syndicat vient une fois de plus lancer un autre qui va du 24 février au 20 mars prochain. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens, notamment Ibrahim Diori, qui est un ancien cadre de l'Union des scolaires nigériens USN. On l'écoute. C'est quand même une réaction de déception, d'amertume, de voir l'enseignement supérieur traîner de la boue. Dans un pays comme le nôtre qui doit en avoir plus que jamais besoin pour sortir de l'ornière. Et la déception vient d'abord de l'attitude du gouvernement lui-même, qui a l'obligation de garantir à l'ensemble des fils de ce pays, en particulier aux étudiants, une éducation supérieure de qualité. Aujourd'hui, un syndicat formule une revendication qu'il a acceptée d'abord au départ et que par la suite, pour le respect de ses propres engagements, il fait traîner le devenir de ceux qui n'ont rien à voir pratiquement dans la boue et qu'il ne fait montre d'aucun signe de responsabilité, parce que c'est de sa responsabilité qu'il s'agit. Entre un État et un syndicat, il n'y a pas un rapport de défiance, il n'y a pas un rapport de force à établir, non. La fonction d'un syndicat est de formuler des revendications qu'il porte à la connaissance des dirigeants et les dirigeants ont l'obligation de l'écouter. L'élection est devenue un acquis, c'est un pas en avant
en matière de participation de tous les acteurs de l'université à la désignation d'abord des responsables de l'université. À mon avis, c'est une revendication qui participe de la conservation d'un acquis démocratique. L'acquis démocratique est parce que le retour sur ça, à mon avis, ça s'interprète comme un recul. Et le gouvernement n'a pratiquement pas intérêt à s'entêter là-dessus. L'enjeu n'est pas autour d'élire ou ne pas élire. L'enjeu est autour de comment est-ce qu'on va instaurer une véritable discipline au niveau de l'université pour que chaque acteur joue véritablement son rôle. Et l'État lui-même qui n'investit pas dans les enseignements supérieurs, parce que le problème numéro 1 des universités, c'est un problème d'investissement. Investissement pour qu'il y ait des espaces de qualité de formation, investissement pour qu'il y ait le nombre suffisant d'enseignants-chercheurs qui offrent une formation de qualité aux étudiants. L'investissement aussi en termes de respect de normes par les enseignants eux-mêmes à respecter le temps d'enseignement, n'est-ce pas? Et le temps d'enseignement autour de leur volume horaire d'enseignement, autour de l'ensemble de leurs obligations pour que finalement un an soit égal à un an. C'est dire que quand on s'inscrit pour faire la formation de licence, on investit 3 ans, c'est ça le temps réglementaire, au bout de 3 ans qu'on ait sa licence, au bout de 5 ans qu'on ait son master, et au bout de 7 ans qu'on ait son doctorat pour aller... Et donc 7 ans doivent égaler à 7 ans de formation. Et que les acteurs qui doivent jouer ce rôle-là, c'est d'abord l'État qui doit satisfaire ses obligations vis-à-vis des enseignants, et maintenant en même temps veiller à ce que le respect de cette dimension temporelle. Du sport dans cette édition, le terrain de football de la maison d'arrêt de Niamey a abrité aujourd'hui la première édition du tournoi de football La Balle aux prisonniers. Il a réuni l'équipe des mineurs incarcérés de la maison d'arrêt contre 2 équipes extérieures. Au finish, ce sont les pensionnaires de la prison civile de Niamey qui ont remporté la coupe. Plus de précisions avec Ibrahim et Sadroumi. Favoriser la pratique du sport en milieu carcéral, développer l'accès au sport et à l'exercice d'une activité physique comme un droit fondamental, tels sont entre autres les objectifs de la première édition du tournoi de football entre les équipes des mineurs de la prison civile de Niamey et des équipes extérieures. L'initiative est de l'ONG La Balle aux prisonniers avec l'accompagnement de la Commission nationale des droits humains et de la Fédération nigérienne de football. Je voudrais au nom de la Commission nationale des droits humains, CNDH, remercier l'ONG La Balle aux prisonniers qui est une ONG qui s'engage pour la promotion du sport et du développement en milieu carcéral. Elle organise ainsi des matchs de football dans les prisons au niveau de la France, de la Belgique, en RDC et aujourd'hui au Niger, avec l'appui et le soutien de la Fédération nigérienne de football, dont nous saluons sa collaboration et l'engagement surtout de son président, le colonel-major Jibril Hamidou, qui œuvre inlassablement au Niger pour partager les valeurs de la FIFA, qui considère le football qu'au-delà du simple loisir, comme un instrument puissant œuvrant d'une part à la solidarité et à la fraternité entre les peuples, d'autre part comme un vecteur d'inclusion sociale, d'intégration et d'égalité des chances. Il peut et doit être pratiqué partout et tout le temps, même derrière les murs. Sur le terrain de football de la maison d'arrêt de Niamey, une bonne ambiance en cette journée du samedi 29 février 2020. À l'affiche de la finale, l'équipe des mineurs de la maison d'arrêt de Niamey en bleu contre l'équipe de l'État rouge de Telagué en rouge. Une belle rencontre qui a tourné en faveur des éléments du capitaine Abdourahmane Fouta sur le score de 1-0 à l'issue de la séance de tir au but. Ce que nous venons de faire rentre exactement dans les cadres, en tout cas des objectifs fixés par la FIFA dans le cadre de la vulgarisation et la pratique du football. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il s'agit effectivement d'une maison d'arrêt. Et je salue les initiatives en tout cas du régisseur qui est là, de pouvoir donner en tout cas une manière saine de pouvoir créer les conditions pour que ces jeunes-là, parce qu'il s'agit de jeunes mineurs, il faut le reconnaître, puissent avoir
une autre manière, en tout cas, d'occuper leur temps, une autre manière de s'épanouir. Ces activités auxquelles nous avions assisté, sont prévues par les textes qui gèrent les établissements pénitentiaires. Alors, le fait que cette ONG organise cette activité participe du respect des dispositions de la loi et nous ne pouvons que nous réjouir. Nous les remercions très sincèrement et nous les encourageons à persévérer dans cette action et à élargir dans d'autres établissements pénitentiaires. Nous avons élaboré un programme qui va dans le cadre effectivement de ces normes. Et nous avons mis en place un programme qui fait que les détenus font le sport 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et tous les vendredis. Donc les détenus de toutes les catégories, mineurs, femmes et majeurs. Donc nous avons mis en place ce programme que nous respectons tous les jours. Nous avons des moniteurs de sport, et nous avons des équipes qui jouent au football. Il y a beaucoup d'activités, en tout cas sportives, qui sont menées aujourd'hui au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. Côté récompense, l'équipe vainqueur a reçu des mains du rapporteur général adjoint de la CNDH une coupe et 2 ballons, tandis que les finalistes malheureux ont reçu la coupe et un ballon, et l'équipe classée 3e des ballons. Notons que la Fédération nigérienne de football a offert un lot de ballons et des jeux de chasubles au régisseur de la maison d'arrêt de Niamey en vue de l'accompagner dans ses efforts pour l'épanouissement des pensionnaires de la maison d'arrêt de Niamey à travers la pratique du football. Voilà, ici se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.